Très bien. Alors, sur ce côté réel et réel, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous les cartes géographiques, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très Oui, bien. monsieur. Alors, ces cartes géographiques, est-ce qu'ils représentent la réalité totale? Non, monsieur, c'est pas. Non, non. Elle ne représente Voilà, pas la réalité très totale. bien. Voilà, elle ne représente pas la totalité, la réalité de la superficie, hein, donc il ne représente pas la superficie réelle. Je prends le cas de la ville de Bni Mellal. On prend la carte de la ville de Bni Mellal. Voilà, une carte moyenne, hein, donc ça tient sur, par exemple, je sais pas moi, 50 centimètres, ok, carré, imaginons. Alors, 50 centimètres, est-ce que la superficie de la ville de Bni Mellal, c'est 50 centimètres? Bien sûr, hein, Non, c'est pas réel, d'accord? estimé. Estimé. Non, non, ce n'est pas l'estimation, ça n'a rien à voir avec l'estimation, hein. Donc, c'est pour représenter la superficie de Bni Mellal qui est des milliers de kilomètres. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé une échelle, n'est-ce pas? Donc, Oui, monsieur. voilà l'échelle. Oui, Vous monsieur. connaissez tous l'échelle. Donc, cette échelle, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, 1 centimètre sur le papier, sur la carte en papier, eh bien, elle est équivalente, elle est égale à combien? Ben, elle est égale à 1000 km par exemple, ou à 2000 km, ou à 10 000 km, peu importe, hein, d'accord? Donc là, cette échelle, c'est quoi? Ben, c'est une hypothèse. Est-ce que c'est la réalité? Non. Donc, on fait comme si, Non. on suppose que, voilà, que 1 centimètre, eh bien, est égal en réalité à 5000 km. Mais, bien évidemment, est-ce que c'est réel? Non, ce n'est pas réel. Mais on a besoin de faire cette hypothèse qui est irréelle pour pouvoir mettre la ville de Bni Mellal sur une carte de 50 centimètres. Eh bien, c'est pareil. L'économiste, il fait des hypothèses irréelles pour pouvoir faire de l'analyse économique et proposer des idées, des résultats, voilà, donc qui seront intéressantes, bien évidemment. Donc, c'est la même chose aussi pour la carte. Donc, elle est basée, elle est élaborée sur la base d'une hypothèse qui est réelle, c'est-à-dire 1 centimètre qui est égal à 5000 km, mais on s'en fout. Pourquoi? Ce qui nous intéresse dans la carte, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'il nous donne le bon chemin? Imaginons que moi, je ne connais pas la ville de Bni Mellal, je ne connais pas comment, voilà, où sont les quartiers, etc. Et je cherche une adresse. Donc, si la carte me permet de trouver mon adresse, c'est ça mon objectif, donc même si l'échelle, l'hypothèse, elle est réelle, est-ce que c'est un problème? Non. Ce n'est pas un problème. Du moment où ça me permet de trouver mon chemin ou l'adresse que je suis en train de chercher, donc il n'y a pas de souci. Et donc c'est la même chose pour le modèle. Donc le modèle, il est basé parfois sur des hypothèses qui ne sont pas toujours réelles, parfois elles sont irréelles, mais ce n'est pas un problème pour l'analyse économique du moment où les résultats du modèle correspondent à la réalité, c'est-à-dire qu'ils sont conformes à la réalité. Donc, s'ils sont conformes à la réalité, les hypothèses, on oublie. Donc, même s'ils sont irréels, donc je ne vais pas me casser la tête en me disant, oui, mais l'hypothèse, elle est réelle, etc. Non, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, voilà, j'espère que vous avez compris hein, donc, cette idée-là, parce que tout ce qu'on va étudier par la suite, elle est basée sur le modèle, ce qu'on appelle le modèle ou la théorie néoclassique. Ce n'est pas toute la réalité, c'est une partie de la réalité, c'est une simplification de la réalité, et donc c'est basé sur des hypothèses. Donc, chaque fois qu'on va faire on va apprendre de nouvelles choses, etc. Donc, il faut savoir, toujours se rappeler que c'est à l'intérieur d'un modèle, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un ensemble d'hypothèses qui en garantissent la validité. C'est-à-dire que sans ces hypothèses, tout ce qu'on va apprendre, ça n'a aucune valeur, bien évidemment. Donc, c'est valable à l'intérieur, bien sûr, de ces hypothèses. Et donc, tout ce qu'on va étudier, tout ce que vous allez étudier cette année, mais l'année prochaine, etc., en macroéconomie, en microéconomie, c'est toujours des modèles, donc, parce que les économistes, ils sont incapables de traiter toute la réalité, et surtout mathématiquement parlant, si tu veux formaliser, représenter par des variables, etc., étudier les équations, les dérivés et tout ça. Donc, dès que vous dépassez 2 ou 3 variables, ça devient très compliqué. Et donc, c'est la raison pour laquelle, enfin, la raison qui a poussé les économistes à simplifier. Donc, on ne va pas étudier tous les aspects, toutes les variables, on va juste choisir les variables qui nous intéressent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les économistes? Bon, au lieu d'étudier le prix, le revenu, etc., en même temps, tous à la fois, donc je vais étudier d'abord le prix. Donc, je vais fixer les autres variables. Ensuite, dans un autre modèle, je vais utiliser le revenu.
Ensuite, dans un autre modèle, un troisième, je vais étudier la qualité, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs modèles, plusieurs théories, parce qu'on ne peut pas étudier tout en même temps. Vous comprenez? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, je vais prendre rapidement un exemple. Donc, finalement, hein, on va pas terminer donc l'introduction parce que c'est vrai que ce sont des choses de base et qui sont souvent abstraites et si on ne prend pas le temps de les expliquer aux étudiants, après, bon, ça devient plus difficile pour eux de comprendre la suite. Donc, bon, ça va nous faire un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Donc, l'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre, hein, c'est ça l'objectif. Alors, je vais prendre un exemple, ok? Très bien. Alors, imaginons que je m'intéresse, vous êtes étudiant, donc pour poursuivre vos études, eh bien, vous allez chercher un logement, n'est-ce pas? Très bien. Alors, le logement, bon, il y a plus donc, il y a des gens qui vont avoir la cité universitaire. Il y a d'autres qui vont peut-être, voilà, donc louer un appartement, un studio. D'autres qui vont louer juste une chambre. Donc, voilà, chacun suivant ses moyens, bien évidemment. Très bien. Alors, imaginons que je m'intéresse au marché du logement à Mrila. Hein? Je voudrais étudier le marché de logement à Mrila. Très bien. Alors, déjà, il y a plusieurs types de logements, hein, comme je viens de l'expliquer. Donc, il y a 3 ou 4. OK? Alors, est-ce que je peux étudier les 4 en même temps? Ben, c'est impossible, hein, parce qu'il y a la cité, il y a les chambres, il y a les studios, il y a les appartements ou les maisons. D'accord? Donc, il y a plusieurs variétés, plusieurs types. Donc, déjà, je dois faire un choix. Les chambres, est-ce que je vais sur la cité, sur les maisons? Est-ce que je vais. D'accord? Très bien. Ensuite, si je voudrais étudier encore une fois ce marché-là, hein, donc je dois étudier la demande. Donc ça, c'est l'offre. L'offre, c'est voilà, le type de logement qu'on peut avoir. Très bien. Qui sont offerts par les propriétaires ou par, on va dire, l'administration de la cité. Très bien. La demande. Donc qu'est-ce qui influence le choix? D'accord? Quels sont les facteurs, les variables qui déterminent est-ce que je vais choisir la cité, etc., ou la chambre? Voilà, bien sûr, il y a le revenu, le niveau de revenu. OK? Donc, si tu as un revenu suffisamment élevé, bah, tu peux même prendre un appartement tout seul, n'est-ce pas? Si tu as un revenu qui est très faible, bah, peut-être tu vas aller à la cité ou tu vas aller dans une chambre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a le revenu. Le revenu, c'est un facteur qui détermine ton choix. Quels sont les autres facteurs? Ben, ça peut être aussi la proximité. C'est-à-dire que, par exemple, tu n'as pas envie d'être très, très loin de la fac pour ne pas perdre du temps, etc. Donc là, tu vas choisir peut-être soit la cité, soit, par exemple, des chambres qui sont à côté de la fac. Donc, tu ne vas pas aller louer très, très loin. Quelqu'un d'autre, ça ne le dérange pas. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, ça dépend, bien sûr, des personnes. Donc, il y a la proximité ou la localisation, d'accord? Ensuite, ben, ça peut être les préférences. Il y a des gens qui peuvent partager le logement avec les autres étudiants. Il y a d'autres étudiants qui préfèrent rester tout seuls. Voilà, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes, etc. Ils veulent avoir un certain emploi du temps à respecter. Bon, bref, voilà. Donc, déjà, il y a 3 facteurs. OK? Alors, moi, quand je vais étudier le fonctionnement de ce marché-là, bien sûr, donc je dois faire des choix. Pourquoi? Parce que je ne peux pas étudier tous les aspects en même temps. Je ne peux pas étudier les choix, que ce soit la cité, les appartements, les studios en même temps. Je ne peux pas intégrer toutes les variables qui influencent les choix. Donc, je dois faire bien sûr, des tris, hein, donc des sélections. Alors, qu'est-ce que je vais sélectionner? Par exemple, je dis, voilà, je vais m'intéresser uniquement à la demande de logement des étudiants, par exemple, pour les chambres, OK? Juste pour les chambres. Et je vais me concentrer aussi concernant les facteurs qui déterminent, hein, donc, voilà, le choix, sur le revenu, OK? Et je vais étudier uniquement la relation entre le revenu des étudiants et la demande des chambres. Comment ça varie? Bien sûr, ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas ou ne sont pas importants. Ça veut dire juste que je ne peux pas traiter tout en même temps. Et donc, je vais étudier uniquement la demande des chambres en fonction de revenus des étudiants.
Donc, lorsque j'étudie cette relation, je dis que je construis un modèle, le modèle de la demande des chambres en fonction du revenu des étudiants. Alors, je fais des hypothèses sur les autres facteurs. Je dis que, voilà, les préférences, la proximité ou la localisation sont fixes, ne sont pas importants, etc. Et donc, je vais me concentrer mon analyse uniquement sur la relation entre la demande et le revenu, la demande des chambres, bien évidemment. OK? Après, je peux construire un nouveau modèle en disant, voilà, la relation entre la demande des appartements et, par exemple, le prix. Okay, donc, je peux étudier pardon, cette relation. Donc, ça fera un nouveau modèle. Et je suppose que les autres variables, le revenu, la proximité aussi ne sont pas importants, et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà ce qu'on appelle donc, raisonner en termes de modèle. Ça veut dire juste tout simplement que je ne vais pas raisonner sur toutes les variables, tous les aspects. Je vais prendre juste une partie du problème, une partie de la réalité sur laquelle je vais appliquer l'analyse économique. Et donc, comment on construit le modèle? Ben, premièrement, donc, on détermine tous les aspects, tous les facteurs qui sont importants pour l'étude, d'accord? Après, on va faire la sélection, donc on va les classer, les plus importants pour moi, suivant bien sûr votre besoin d'étude ou de recherche, parce que si je prends différentes personnes, eh ben, chacun il va pouvoir effectivement classer les facteurs de manière différente de l'autre, hein, donc ça va de soi. Et suivant ce qu'on vous demande aussi, les objectifs de l'étude, eh ben, tu vas choisir un aspect ou une variable plutôt qu'une autre, n'est-ce pas? Très bien. Donc, tu classes tous ces aspects-là par ordre d'importance, le premier, le plus important, le deuxième, etc. Et donc, après, donc, tu choisis quel est l'aspect ou les deux variables ou trois maximum, par exemple, que tu vas étudier. Une fois que tu as fait ça, tu fais des hypothèses. Voilà, je suppose que les autres variables, les autres aspects sont fixes, ils n'ont pas d'influence, ne sont pas importants. D'accord? Et une fois que tu as ça, donc tu prends ton modèle, les variables sur lesquelles tu vas travailler, et tu vas étudier leurs relations. Voilà. Donc tu vas mathématiquement étudier voilà, dans quelle mesure varie la fonction suivant les variations des variables qui la déterminent. Donc je prends par exemple la fonction demande de location des chambres, ok? Est-ce qu'il va augmenter si le revenu augmente ou est-ce qu'il va baisser si le revenu baisse, par exemple, ok? Et donc, je vais étudier, hein, donc, dans quel sens ils vont varier, de combien, etc. Très bien. Et une fois que je fais cette analyse, cette étude de relation entre les variables de mon modèle, ok, eh bien, je vais aboutir à des résultats. Par exemple, ben, si le revenu des étudiants est élevé, ben, en général, il ne va pas demander des chambres. Donc, il va peut-être voilà, louer un appartement tout seul. Si le revenu baisse, bah, la demande des chambres, il va augmenter, par exemple. Donc, il y a une relation inverse, il varie dans le sens opposé. Et après, je peux étudier de combien, le pourcentage, etc. Donc, ça me donne des résultats, ce qu'on appelle les résultats du modèle. Qu'est-ce que je fais après? Je vais confronter les résultats que j'ai obtenus avec la réalité. Donc, je fais une enquête, par exemple, auprès des étudiants et je leur pose la question, si votre revenu augmente, est-ce que tu vas louer des chambres ou tu vas louer des maisons, par exemple, ou des appartements, des studios? Donc, grâce aux résultats de l'enquête, par exemple, etc., ou l'observation du terrain à grande échelle, ben, ça va me permettre de savoir est-ce que le résultat que j'ai obtenu, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est correct ou pas. Donc, voilà un petit peu comment on fait de l'économie, bien évidemment. Donc, on travaille avec des modèles. Alors, les modèles, on en trouve en microéconomie, donc dans l'approche microéconomique, mais aussi dans l'approche macroéconomique. Donc, dans les deux, on utilise toujours donc, des modèles parce qu'on ne peut pas étudier, attaquer la réalité directement dans sa totalité. Donc, on doit prendre une partie de cette réalité, l'étudier dans le cadre d'un modèle avec un ensemble d'hypothèses, de variables. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà. Et confronter avec la réalité. Ensuite, bien évidemment, donc je peux prendre les autres variables que j'ai éliminées et je construis un nouveau modèle pour chacune des variables qui ont été ou qui n'ont pas été sélectionnées la première fois. Donc d'ailleurs, ça peut être le même économiste qui peut faire ce travail, ça peut être d'autres économistes qui le font. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur le revenu et la demande. Il y a un autre économiste qui va travailler sur la demande et le prix. Il y a un autre qui va travailler sur la demande et la qualité. Donc, chacun, il va faire son modèle, etc. Voilà. Donc, n'oubliez pas, tout ce qu'on va étudier ensemble, c'est à l'intérieur d'un modèle, un ensemble d'hypothèses. C'est valable à condition que ces hypothèses donc, soient bien évidemment donc, posées. Si on change les hypothèses, bah, tout va changer, bien évidemment, le résultat.
Et n'oubliez pas que les hypothèses, même s'ils sont R réels, ce n'est pas grave, d'accord? Même s'ils ne correspondent pas à la réalité, ce n'est pas grave. Ce qui doit correspondre à la réalité, le plus important, c'est quoi? C'est les résultats du modèle, les propositions. D'accord? C'est ça le plus important. Donc, si ça correspond à la réalité, même si les hypothèses ne le sont pas, ce n'est pas grave. Rappelez-vous l'exemple de la carte géographique. Même si l'hypothèse de l'échelle 1 cm est égale à 5000 km n'est pas réelle, ce n'est pas un problème du moment où la carte me permet de trouver mon chemin ou de trouver le quartier ou l'adresse que je cherche. Donc, c'est ça l'objectif du modèle, trouver des résultats et des idées, des propositions qui sont conformes à la réalité. C'est ça le travail ou l'objectif essentiel du modèle. D'accord? Très bien. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde cette notion de modèle? Ça va? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, très bien. Alors, on va voir en microéconomie, il y a plusieurs hypothèses. Bien sûr, on va les voir au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Mais il y a deux hypothèses qui sont valables pour toute la science économique, pas uniquement micro, mais la macro. Donc, de tous les modèles, ils les utilisent. Donc, deux hypothèses principales, fondamentales, qu'il va falloir comprendre comme il le faut. La première, c'est l'hypothèse de l'homo economicus. Et la deuxième, c'est la rationalité. Ce sont deux hypothèses qui sont très, très importantes et qu'on va utiliser, que vous allez utiliser pendant toute votre formation d'économie, de sciences économiques. Donc, soit en première année, après dans le master, toujours vous allez être confronté à ces deux notions, homo economicus et rationalité. Donc, autant les expliquer dès le départ pour que ça soit plus clair pour tout le monde. D'accord? Très bien. Donc, je sais qu'on a dépassé. On va essayer juste de... peut-être d'introduire un petit peu cette notion et puis on va essayer de terminer demain, Inch'Allah. Alors, Homo economicus. Donc, comme je viens de le dire, les économistes, ils ne peuvent pas étudier, analyser la réalité dans sa totalité parce qu'elle est très complexe et ça dépasse leur capacité intellectuelle, de raisonnement, de calcul, etc. Monsieur, Et donc, oui. monsieur, est-ce que vous pouvez partager votre bureau? Le bureau, vous n'avez pas besoin de partager, donc, parce qu'on va terminer là-dessus. Donc, je vais revenir sur le partage, d'accord? Je vais revenir sur le partage. Donc, je disais que je ne sais pas pourquoi la caméra elle a été désactivée. Un peu bizarre, mais je ne sais pas qui l'a désactivée tout à l'heure. Bref. Donc, je disais que les économistes incapables de traiter la réalité dans sa totalité, donc ils vont faire des simplifications et donc ils vont faire des hypothèses, comme on a déjà parlé. Alors, la première hypothèse, c'est sur l'individu, parce que là, on va rentrer un petit peu, comment dirais-je, dans l'analyse économique. Et justement, donc, ils ont fait l'hypothèse sur les caractéristiques de l'individu. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, on ne peut pas étudier l'individu dans sa totalité, parce qu'il a plusieurs caractéristiques et son comportement, il va changer d'une situation à une autre, parce que le comportement de l'individu dans une situation économique, ou dans la sphère, dans le système économique, n'est pas le même comportement que dans la sphère familiale, par exemple. Okay? Dans la sphère sociale, donc le comportement avec les amis, ce n'est pas le même comportement avec les collègues, avec la famille, avec d'autres personnes qui sont inconnues, etc. Donc notre comportement, nos attitudes, ils changent suivant le contexte dans lequel on se trouve. Okay? Et donc les économistes, ils ont dit, oh là là, si on veut étudier le comportement des individus, et on tient compte à la fois de son aspect moral, social, éthique, économique, etc., ben là, ça devient très, très compliqué. Pourquoi? Parce que les différents aspects sont difficiles à mesurer parfois. Comment on peut mesurer le comportement moral? C'est très compliqué. Est-ce que je peux représenter le comportement social par une variable? Ce n'est pas toujours facile. Donc, du coup, les économistes néoclassiques, parce que ça, c'est l'école qui a mis en place et élaboré la théorie néoclassique, la théorie de base standard, voilà, qu'on enseigne d'ailleurs, donc en première année, mais aussi, bien évidemment, qui traite d'autres problèmes, mais c'est la théorie de base. Eh bien, ils ont dit que ça devient très, très compliqué pour nous. Ça sera mission impossible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des hypothèses. On doit séparer les caractéristiques, d'accord, de l'individu. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est le comportement économique. Donc, on va
se concentrer uniquement sur le comportement de l'individu dans la sphère économique, c'est-à-dire dans le système économique. Donc, tout ce qui est social, éliminé, tout ce qui est moral, éliminé, et donc je vais séparer l'individu, d'accord, de certaines de ses caractéristiques, pas toutes les caractéristiques, mais une partie de ses caractéristiques, c'est-à-dire ses caractéristiques sociales, morales, etc. Je vais les mettre de côté parce que si je les intègre, ça va m'empêcher de faire de l'analyse économique. Donc, je vais me concentrer uniquement sur le comportement économique. Et donc, cette séparation des caractéristiques de l'individu, d'accord, c'est elle qui va effectivement pousser les économistes néoclassiques à faire des hypothèses sur l'individu. Donc, ils vont dire, on va supposer que l'individu, il a juste uniquement, d'accord, des caractéristiques économiques, d'accord. C'est comme s'il n'avait pas des caractéristiques morales, c'est comme s'il n'avait pas de morale, il n'avait pas d'éthique, il n'avait pas de besoin social, etc., etc. D'accord. Donc, ce qui nous intéresse, c'est uniquement son comportement économique. Donc, on va le représenter uniquement par ses caractéristiques économiques. Donc, je ne vais pas utiliser ces caractéristiques ni sociales, ni morales. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, monsieur, ça va. Oui, Voilà, donc par exemple, hein, donc pour être un peu plus concret, ça veut dire que si je prends les caractéristiques morales, ça veut dire quoi les caractéristiques morales? Ça veut dire que bon, en tant qu'individu, on ne doit pas tricher, on ne doit pas mentir, on doit aussi, on ne doit pas faire de la violence, enfin, à quelqu'un d'autre, on ne doit pas voler ses biens, ok? On doit être solidaire avec les autres, par exemple. Ok. Côté social aussi, donc effectivement, hein, donc je peux partager, par exemple, des choses avec les membres de ma famille, d'accord, ou avec mes amis. Je peux aider les autres. Je peux leur donner des choses gratuitement. Donc c'est pas grave. Je peux les en tant qu'étudiant, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés en micro, en maths, en statistiques, tu vas l'aider, etc. Voilà. Donc, toutes ces caractéristiques, qu'est-ce que nous disent les économistes néoclassiques? On va les mettre de côté, on va les éliminer. On va dire que l'individu n'est pas moral, en tout cas, il est amoral, hein, d'accord? Donc, voilà. Il ne va pas faire quelque chose de bien, mais il ne va pas faire quelque chose de mal non plus. Okay. Il n'a pas de caractéristiques sociales, donc il n'est pas dans la solidarité. Donc les comportements de solidarité, on élimine. Les comportements d'aide mutuelle, on élimine. Okay. Voilà, donc chacun pour soi en quelque sorte. D'accord. Donc toutes ces caractéristiques, elles vont être éliminées de l'analyse. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas dans la réalité. Ils existent, bien évidemment, mais pour simplifier l'analyse économique mathématique, par les néoclassiques, ils ont dit, voilà, on ne peut pas traiter toutes ces variables, tous ces aspects, comme tout à l'heure on a dit dans l'exemple, eh bien, on va se concentrer uniquement sur son comportement économique. Et le comportement, les caractéristiques économiques, c'est ce qu'on appelle justement, hein, donc cette représentation, hein, donc qui se limite uniquement aux caractéristiques économiques, c'est ce qu'on appelle l'homo economicus. Okay. Alors, l'homo economicus, c'est un mot latin. C'est un mot latin qui veut dire, comme oikos nomos, c'est un mot grec, Homo economicus, c'est un mot latin, ça vient du latin. Latin, c'est l'origine, en quelque sorte, la base de toutes les langues qu'on retrouve aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire que le français, ça vient du latin. L'espagnol, ça vient du latin, l'italien, ça vient du latin, etc. D'accord. Donc, toutes ces langues-là, ils ont émergé à partir du latin. D'accord. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Ça veut dire l'homme économique. Homo, ça veut dire homme. Economicus, ça veut dire économique. Et donc, les néoclassiques, au lieu de travailler sur l'indice, jusqu'à présent, j'ai utilisé le mot individu. À partir de maintenant, individu, ça veut dire quoi? Juste l'homme économique, c'est-à-dire l'homme dans ses caractéristiques économiques. Donc, les caractéristiques sociales, éliminées. Les caractéristiques morales, éliminées. Très bien. Alors, cette hypothèse-là, c'est une hypothèse parce que ce n'est pas la réalité. Hein. Je ne peux pas... par exemple, éliminer ma partie morale ou éliminer ma partie sociale, etc. Ça n'existe pas en réalité. Mais voilà, pour simplifier, on va faire comme si. On va faire comme si ça n'existait pas, ce côté-là moral et ce côté social. Et on va se concentrer uniquement sur le côté économique, le profil économique, les caractéristiques économiques, donc, de l'homme,
d'accord? Lorsque je dis l'homme, hein, bien sûr, l'homme et la femme, hein, homme avec grand H, bien évidemment. Et donc, ils vont faire toutes leurs études, tous leurs modèles, toute leur théorie, pardon, sur l'Homo economicus, d'accord? Très bien. Alors, quelles sont les caractéristiques de cet Homo economicus? C'est ce qu'on va voir tout de suite, d'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Tout le monde a compris pourquoi on passe de l'individu à l'Homo economicus? Ça va? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très Oui, bien. Donc monsieur. là, je vais repartager avec vous Oui. le... C'est bon, tout le monde voit? Oui, Oui, monsieur. monsieur, c'est Oui. bon. Oui, Voilà. monsieur. Donc, pour résumer un petit peu, donc pour faire de la science économique, plus exactement, hein, donc on a dit la science des choix individuels, je rappelle, et la microéconomie, donc on va, enfin les économistes néoclassiques, ils vont adopter une conception particulière et une représentation particulière de l'individu. Voilà, sur quel individu je vais travailler? Ben, je ne vais pas travailler sur toutes les caractéristiques de l'individu, uniquement hein, donc son aspect économique, et donc ce qu'on qualifie ou ce qu'on a appelé hein, donc l'homo economicus, c'est-à-dire l'homme économique en latin. Très bien. Alors, quelles sont les caractéristiques de cet homo economicus? Donc, on va commencer d'abord par la motivation, d'accord? Quelle est la motivation de l'homo economicus? C'est très important parce que si je voudrais expliquer le choix d'un individu, pourquoi tu as acheté la chemise plutôt que le pantalon, donc je dois connaître sa motivation. Quelles sont ses motivations? Pourquoi tu as acheté une maison plutôt qu'un appartement? Ben, je dois connaître ta motivation. D'accord? Voilà. Donc, toujours, chaque fois qu'on veut expliquer le comportement, le choix d'un individu, on doit connaître sa motivation. Et donc, concernant la motivation de l'homo economicus, en fait, l'individu ou l'homme économique, donc il a évolué un petit peu. Hein. Donc, ça a commencé avec Jeremy Bentham, c'est un philosophe britannique. OK? Ensuite, on va voir un petit peu chez Adam Smith et après, on va arriver au néoclassique. D'accord? Donc, il y a trois grandes étapes. Alors, bien sûr, il y a d'autres auteurs aussi, mais qui reprennent à peu près les mêmes idées. Donc, on ne va pas perdre du temps à les citer tous. Donc, on va se concentrer uniquement sur les plus importants. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Jeremy Bentham? Quelle est la motivation de l'homme? Voilà. Qu'est-ce qui explique ses comportements, ses choix, ses mouvements, etc. Eh bien, il nous dit en fait que, Jeremy Bentham, que l'homme, il a une nature hédoniste. Hédoniste avec H, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son sens ou son objectif dans la vie, sa motivation dans la vie, c'est deux choses. Premièrement, rechercher les plaisirs, c'est-à-dire toujours chercher ce qui lui fait plaisir et éviter ce qui lui fait de la peine. La peine, ça veut dire la douleur, ce qui lui fait mal. OK? Je répète. Donc, pour Jeremy Bentham, eh bien, l'individu ou l'homme économique, sa motivation principale dans la vie, le sens de sa vie, c'est quoi? C'est la recherche de plaisir et l'évitement des peines. La recherche des plaisirs et l'évitement des peines. Ça veut dire qu'il va toujours chercher quelque chose qui va lui faire plaisir. Par exemple, consommer la nourriture, bien manger, voyager, faire des loisirs, gagner de l'argent, etc. Donc, tout ce qui lui fait, et vous avez bien compris que, en général, dans la majorité des cas, c'est matérialiste, d'accord? Donc, c'est une philosophie, l'hédonisme, hein, ça vient de l'hédonisme, c'est une philosophie un petit peu matérialiste, en grande partie, et qui, contrairement aux religions, par exemple, hein, donc le christianisme, bien évidemment le judaïsme et l'islam, eh bien, le sens de la vie, pourquoi l'homme il existe sur Terre, eh bien, tout simplement pour se faire plaisir et pour éviter tout ce qui est négatif, tout ce qui est désagréable, tout ce qui lui cause de la peine, c'est-à-dire de la douleur. Donc voilà, éviter les maladies, éviter le travail très dur, éviter les difficultés, etc. Donc les problèmes, les conflits avec les autres, etc. Voilà, donc c'est ça son objectif dans la vie. Donc son objectif, c'est pas d'aider les autres, etc. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement sa propre personne. Vous l'avez bien compris, hein, ce n'est pas le plaisir des autres. Donc il s'intéresse uniquement à son plaisir personnel. Et il évite sa douleur personnelle. Donc s'il y a quelqu'un qui a mal à côté de lui, ce n'est pas son problème. D'accord? Donc voilà la conception un petit peu et la motivation principale qui a été proposée par Jeremy Bentham.
Donc, il y a deux choses à retenir. Premièrement, c'est qu'il s'intéresse uniquement à ce qui lui fait plaisir, donc tous les plaisirs matériels, la recherche des plaisirs matériels, et éviter tout ce qui lui cause de la peine, de la douleur. D'accord? Deuxièmement, eh bien, ce plaisir et cette douleur sont personnels. Hein, donc, ce qui l'intéresse, c'est uniquement sa propre personne. Donc, il ne s'intéresse pas aux autres. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est bon. Voilà. Donc, par exemple, pourquoi j'ai acheté une calculatrice? Ben, si je l'explique par la motivation hédoniste, eh bien, pour éviter la peine. C'est quoi la peine? Eh bien, c'est la difficulté de faire le calcul manuellement. D'accord? Je prends un stylo et je fais 350 fois 400, à quoi est égal? Ben, ça va me donner de l'effort, c'est un peu difficile, etc. Ça va me demander du temps, même si c'est une seule opération. Alors, pour éviter la douleur, la peine, donc la difficulté de l'effort, la fatigue de l'effort, eh bien, Jeremy Bentham me dit, voilà, donc si tu as choisi d'acheter la calculatrice, c'est pour éviter la peine de faire le travail ou le calcul manuellement. Vous voyez? Pourquoi j'ai acheté des médicaments? Ben, pour éviter la douleur. J'ai mal à la tête, donc je vais acheter de l'aspirine ou Doliprane, etc. Et donc, ça permet de, pardon, de réduire donc, le mal que je ressens dans ma tête. Donc, c'est une motivation hédoniste. Je vais aller à Paris pour me faire plaisir, n'est-ce pas? Donc, ça aussi, pourquoi ce choix-là voilà, de payer de l'argent, etc. Eh ben, justement, pour me faire plaisir. Donc, à partir de l'explication de Jeremy Bentham, c'est-à-dire la motivation hédoniste. Mais si, par exemple, je dis, voilà... j'ai donné de l'argent à un mendiant, quelqu'un qui a besoin d'argent, voilà, donc un pauvre, eh bien ça n'existe pas dans la théorie de Jeremy Bentham. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon plaisir à moi, c'est le plaisir des autres. Vous comprenez? Donc voilà, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui influence le choix des individus? L'homo economicus, quelle est la motivation principale? Ben, chercher à augmenter son plaisir, à maximiser son plaisir et à minimiser sa peine, sa douleur. Maximiser tout ce qui est agréable et minimiser tout ce qui est désagréable. Maximiser tout ce qui est positif et minimiser tout ce qui est négatif. Voilà comment Bentham, donc en utilisant la philosophie de l'hédonisme, il va essayer d'expliquer les choix des individus. Donc il te dit, voilà, si un individu il a choisi A plutôt que B, c'est parce que A, l'option A, lui permet d'avoir plus de plaisir que B. Ou parce que l'option A lui permet d'avoir moins de douleur, moins de fatigue, moins de choses désagréables que B. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur. Très bien. Alors, ici, l'homo economicus chez Bentham, est-ce qu'elle est égoïste ou est-ce qu'il est altruiste? Altruiste, ça veut dire, c'est le contraire, ça veut dire il pense aux autres. Il s'intéresse. Monsieur égoïste. Il est égoïste. Égoïste. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse uniquement à son plaisir personnel. Il ne pense pas aux autres. Il ne pense pas aux autres. Voilà, il ne pense qu'à sa personne, ok? À augmenter son plaisir personnel et à réduire justement sa peine personnelle. Très bien. Alors, deuxième auteur auquel on va s'intéresser. Donc là, vous voyez hein, donc le résumé un petit peu. Parce que ce qui est écrit sur les diapos, c'est toujours juste le résumé. C'est pour ça qu'elle est très importante donc d'écouter et d'assister aux explications parce que ça vous donne le détail et vous pourrez comprendre de quoi il s'agit. Les gens qui n'assistent pas, etc., après, quand ils regardent le polycope, ils ne comprennent pas. Il peut l'apprendre par cœur, mais pour répondre aux questions, ça va être compliqué pour lui. Donc, je disais que le choix, selon Jeremy Bentham, donc l'hédonisme, la première tentative de modéliser un petit peu les caractéristiques de l'homo economicus, donc la motivation, eh bien, les choix de l'économie, l'homme économique, l'homo economicus, ils sont motivés par quoi? Ils sont guidés, orientés par quoi? Par la maximisation du plaisir personnel, vous pourriez rajouter, hein, donc plaisir personnel, et la minimisation des peines personnelles. Bien sûr, peine, ça veut dire les douleurs, les difficultés, la fatigue, etc. Très bien. Alors, deuxième auteur, et peut-être on peut terminer là-dessus. Alors, quelle heure est-il? Oui, il est 27. Bon. Donc, je pense qu'on va arrêter là, parce que si je commence avec Adam Smith, ça va me demander encore 20 minutes. Donc là, ça va être un peu plus.
Et là, je vais être en retard par rapport à l'autre section. Bien, donc on va arrêter à ce niveau-là, d'accord? Donc, je récapitule un petit peu. Donc, on a expliqué, hein, donc, depuis le début de la séance qu'il y a deux façons de faire de l'économie, deux approches, deux manières, microéconomie, macroéconomie. Microéconomie, je m'intéresse à une partie de l'économie ou à un seul agent économique, consommateur-producteur, alors que la macroéconomie, j'étudie toute l'économie dans son ensemble, dans sa globalité et sa totalité. Et bien évidemment, hein, donc, on travaille avec des variables dans les deux cas, sauf que les variables au niveau de la microéconomie sont définies à un niveau individuel pour un consommateur, pour un producteur, une entreprise, un marché, alors qu'en macroéconomie, bien sûr, elles sont définies pour l'ensemble de l'économie, tous les consommateurs, tous les producteurs, toutes les entreprises, tous les marchés, etc. Et donc, on a vu deux points de différence. Premièrement, niveau d'analyse, donc micro-partie de l'économie ou un seul agent, un seul marché. Macroéconomie, toute l'économie, tous les agents, tous les marchés. Deuxième différence, l'analyse microéconomique, donc on s'intéresse uniquement à l'étude des choix des individus directement. On étudie le comportement du consommateur, du producteur, fonctionnement du marché, alors qu'en macroéconomie, on va étudier les variables, la relation entre des variables. Il n'y a plus d'individus, il n'y a que des agrégats, c'est-à-dire soit des sommes, soit des moyennes, soit des taux. Et donc, on va étudier la relation entre ces variables. J'ai expliqué aussi la notion de modèle, c'est que tout ce qu'on va apprendre en théorie cette année microéconomique, ça va être basé sur des modèles. Les modèles, c'est quoi? Ce sont des représentations des parties de la réalité, des représentations simplifiées. Pourquoi on simplifie? On a dit la réalité elle est complexe, nos capacités d'analyse sont limitées, et donc pour simplifier l'analyse mathématique plus particulièrement, il va falloir travailler sur des modèles. C'est quoi les modèles? Eh bien, ce sont des parties du phénomène, des aspects qu'on a choisis. On ne peut pas étudier tous les aspects en même temps, on va choisir un ou deux ou quelques aspects qui nous intéressent et on fait des hypothèses sur les autres aspects comme quoi ils n'ont pas d'influence, ils sont fixes, ils sont constants, ils n'influencent pas le résultat et on se concentre uniquement sur les aspects qui nous intéressent. On va les représenter par des variables, d'accord? Et en étudiant la relation entre ces variables, on étudie le fonctionnement du modèle, et on étudie les résultats, bien évidemment, d'accord? Alors, quand je dis le résultat, eh bien, quand je dis la demande d'un bien augmente lorsque le prix baisse, cette proposition, elle est correcte si seulement si les hypothèses, bien évidemment, donc sont vérifiées, sont respectées. Donc, pour dire ça, on dit toute chose égale par ailleurs. Ça veut dire que je ne tiens pas compte des autres variables. Ça veut dire sous l'hypothèse que les autres variables sont constantes. Par exemple, donc la demande d'un bien augmente lorsque le prix baisse, sous l'hypothèse que le revenu ne change pas, les goûts ne changent pas, la qualité ne change pas. Donc, pour résumer ça en une seule phrase, on dit toute chose, c'est-à-dire toutes les autres variables, égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont fixes, ils sont constantes. Et en latin, on dit ceteris paribus, d'accord? Et donc, tous les économistes, lorsqu'ils sont précis, etc., et il va te dire quelque chose, il va te dire, voilà, sous condition que les autres variables sont fixes, eh bien, il y a une phrase qui résume ça, on dit toute chose égale par ailleurs. Donc, je répète, la demande d'un bien va augmenter lorsque le prix baisse, toute chose égale par ailleurs. Ça veut dire que toute chose, c'est-à-dire toutes les autres variables. Quelles sont les autres variables? Le revenu, la qualité, les préférences, etc. Toutes ces variables, elles sont fixes, elles sont constantes, ne changent pas, et donc ils n'ont pas d'influence sur mon résultat. Et donc, retenez bien cette phrase, hein, toute chose égale par ailleurs, ça permet toujours d'être précis, c'est-à-dire que cette proposition, elle est valable sous l'hypothèse ou sous condition que les autres variables sont fixes. Et donc, on la remplace voilà, par toute chose égale par ailleurs. Bien évidemment. Voilà, donc on arrête là. On essaiera de terminer la semaine prochaine sur les caractéristiques de l'homo economicus. Donc, on va continuer sur la motivation. Qu'est-ce qui se passe chez Adam Smith? Qu'est-ce qu'il nous a dit Adam Smith? Après, qu'est-ce qu'ils nous disent les néoclassiques? Et on va voir qu'il y a 4 caractéristiques principales de l'homo economicus et qui constituent l'hypothèse de l'homo economicus. D'accord? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on arrête là. Non, monsieur. D'accord, monsieur. Voilà. Très bien. Donc, voilà, n'oubliez pas de prendre des exemples, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, sur la différence entre
voilà, la microéconomie, la macroéconomie. Prenez des phrases et dire, voilà, est-ce que ça c'est de la micro, c'est de la macro. Essayez aussi de voir, prendre un problème, d'accord, n'importe lequel, économique, etc., de préférence microéconomique au niveau individuel. Essayez de faire un modèle, voilà, et voir est-ce que vous allez pouvoir on va dire, analyser le phénomène ou le problème dans sa totalité. Non, donc je dois faire des choix. Quelles sont les variables qui m'intéressent, etc. Donc, quand vous faites ce travail-là, vous allez bien comprendre un petit peu toutes les définitions qu'on donne, au lieu juste de les apprendre par cœur et les répéter comme un perroquet par la suite. D'accord? D'accord, monsieur. Ok.